USA Today. On rejoint comme chaque après-midi en effet aux États-Unis et à New York Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Bonjour Grégory, les lundis se suivent et se ressemblent puisqu'on a à nouveau une tendance très favorable après donc les bonnes nouvelles de Pfizer il y a une semaine. Aujourd'hui c'est Moderna qui nous annonce des résultats très positifs, très convaincants sur son candidat vaccin. On voit Wall Street progresser et des surperformances à nouveau spectaculaires aujourd'hui. Oui, tout d'un coup, la finance est devenue très facile. Donc, le lundi matin, il faut acheter les petites capitalisations qui profitent le plus du vaccin. Il faut acheter des compagnies aériennes. Il faut acheter de l'énergie, quitte à les revendre le lendemain. Non, je plaisante un peu. C'est vrai que Moderna, c'est une nouvelle importante. Elle était attendue. Peut-être que quand ils disent justement que leur vaccin peut être stocké à une température qui n'est pas aussi basse que celui de Pfizer, c'est un plus. L'autre chose quand même, il faut se souvenir, Moderna, c'est quand même une petite compagnie qui a toujours très bien communiqué. Je pense que le vaccin de Pfizer, ça sera un vaccin qui arrivera à un très grand nombre de doses. Moderna, c'est peut-être un tout petit peu moins sûr. Il faut pas enlever la joie des investisseurs et c'est très rassurant de savoir qu'il va y avoir des vaccins. Maintenant, la seule question, c'est comment pour un investisseur jouer ça? Et c'est toujours la même question. C'est est-ce qu'il faut acheter aujourd'hui les compagnies qui, dans 6, 8 ou 12 mois, profiteront du retour de leurs clients dans leurs activités, que ce soit les compagnies aériennes, les croisières, les restaurants, etc. Ou bien faut-il se dire que les prochains mois vont encore être difficiles. Et ça, c'est cette lutte entre ces deux tendances qu'on va continuer à voir, je pense, sur les prochaines semaines, certainement. On est à la croisée des chemins et certaines hausses peut-être un peu trop rapides. C'est une question aussi qu'on posera sur les marchés européens à tous nos experts jusqu'à 18h. Du côté politique, les choses avancent. On s'approche de l'investiture de Joe Biden. Oh, il reste encore un peu de temps. On est à 65 jours maintenant de cette investiture et comme chaque après-midi, on se met tous en route avec lui, avec Joe Biden, le futur président, vers la Maison-Blanche. C'est parti. BFM Business, BFM Bourse, Joe Biden en route vers la Maison-Blanche. Nouveau rendez-vous qu'on propose donc chaque après-midi à 65 jours maintenant de l'investiture du futur président. Vous nous faites part, Grégory, des annonces, des développements, des nominations, tout ce qui a à voir avec la future politique économique. Et alors ce qui est frappant, c'est que la Chambre des représentants, Grégory, devrait se féliciter de l'élection de Joe Biden, mais on sent pas une folle ambiance. Comment est-ce qu'on l'explique ça en ce moment ? Alors quand on regarde justement les résultats de ces votations où toute la Chambre des représentants a été renouvelée, si je vous dis qu'aujourd'hui les démocrates ont une voix d'avance sur les républicains, 219, alors que la majorité est de 218, vous allez me dire c'est pas vraiment des bons résultats pour les démocrates. Et c'est vrai, les démocrates ont eu beaucoup de peine à sauver leur tête dans la Chambre des représentants. Il va y avoir encore des circonscriptions dépouillées et finalement on pense que les démocrates vont avoir une majorité de 7 représentants. C'est très petit, ils ont perdu plus de 20 sièges. Alors, quelles sont les conséquences ? La première chose, c'est assez intéressant par rapport justement à la route vers la Maison-Blanche de Joe Biden, c'est que Nancy Pelosi et les membres de la Chambre des représentants disent à Joe Biden, attention, n'engagez pas trop de monde parmi ces représentants dans votre administration, parce que si vous les engagez, ils ne seront plus membres de la Chambre des représentants, il faudra organiser des élections, on va peut-être les perdre. C'est pas très constructeur, c'est pas très porteur d'avenir. L'autre chose, c'est que pourquoi est-ce que ces démocrates, soutiens de Joe Biden, évidemment, ont perdu cette grosse avantage qu'ils avaient en nombre de sièges, mais c'est parce que on leur a mis sur le dos en fait tout ce que les républicains ont utilisé comme slogan dans leur campagne électorale. Donc le fait que dans cette branche de Parti démocrate il y ait quand même, je dirais, très à gauche, des représentants qu'on aurait pu qualifier, si on voulait vraiment insister, d'être plutôt socialistes, mais alors socialisme évidemment à l'américaine, ça a beaucoup pesé dans le choix des électeurs. Et on a vu une grosse montée, en fait, d'électeurs centristes républicains, féminins, qui ont battu tout simplement des électeurs centristes démocrates en leur reprochant que ce sont des faux centristes et ils sont à gauche. Alors tout ça, ça a l'air d'être des salades, mais c'est pas du tout des salades parce que pour Joe Biden, il faut absolument qu'il puisse s'appuyer sur une majorité à la Chambre. Il va la garder, mais on voit déjà qu'elle va être extrêmement faible et qu'il peut toujours y avoir lors d'un vote tout simplement des démocrates qui ne votent pas avec la majorité. C'est des choses qui arrivent. Et puis l'autre chose, on sait toujours donc qu'il n'y a pas
de majorité démocrate au Sénat. Il va y avoir ces 2 élections importantes, très importantes en Géorgie le 5 janvier. Donc oui, Joe Biden sera à la Maison-Blanche, mais c'est à peu près la seule certitude qu'on a vraiment politiquement. Et ça va être très intéressant aujourd'hui. Il fait un gros discours très important économique. Et c'est certain que ce discours économique, il y a énormément de mesures qui ne passeront jamais si les démocrates n'obtiennent pas la majorité au Sénat au mois de janvier. Et si leur majorité à la Chambre des représentants n'est pas suffisante pour faire passer des projets qui sont peut-être plus extrêmes ou plus à gauche que ce que la majorité des démocrates souhaitent. Et donc voilà, une certaine prudence, on va y arriver, circonspection, voilà, des élus de la Chambre des représentants avant cette investiture dans 65 jours, cette grande prudence dans le climat politique tendu toujours aux États-Unis. Grégory, chaque jour vous nous faites vivre en effet ces pas supplémentaires de Joe Biden, bien qu'entravés aussi par Donald Trump, ces pas supplémentaires vers la présidence. Du côté des entreprises, on suit particulièrement dans la séance du jour Home Depot avec cette acquisition énorme. 9 milliards de dollars, c'est ça pour Home Depot, qui agite la séance et qui fait monter le titre Home Depot en tout cas, et sa proie, sa cible, HD Supply. Oui, c'est relativement intéressant parce qu'en fait, ils rachètent HD Supply, mais HD Supply faisait partie en 2007 de Home Depot. C'était leur succursale de distribution vers les constructeurs, les entrepreneurs. Ils avaient vendu HD Supply en 2007 à une compagnie de private equity pour un peu plus de 8 milliards de dollars. 13 ans après, ils la rachètent. Entre-temps, évidemment, elle avait été de nouveau remise sur le marché. Alors, tout ça, c'est pas vraiment juste des petites manigances financières. Non, pas du tout. En fait, Home Depot, qu'est-ce qu'ils ont comme but en rachetant HD Supply? Home Depot, c'est des grands magasins, évidemment, où on trouve tout pour la maison et où, je dirais, beaucoup d'entrepreneurs indépendants, de petites entreprises de construction vont s'approvisionner en clous, en matériel de construction, etc. Mais évidemment, dans la construction, il n'y a pas que les petits. Il y a aussi les constructeurs plus grands, plus importants, professionnels, les grandes maisons, je dirais, dans ce domaine-là. Et elles s'adressaient très très souvent à HD Supply. Donc là, ils consolident en fait et ils veulent juste élargir leur gamme d'activités. C'est une bonne acquisition. Ils payent en fait le même prix qu'ils l'avaient vendu il y a 13 ans. Il faut bien imaginer que s'ils payent ce prix auquel ils l'avaient vendu à 13 ans, en gros, rien qu'avec l'inflation, la hausse des prix et la hausse des marchés, ils font un achat très bon marché par rapport à ce qu'ils avaient gagné à l'époque. Donc, belle opération pour Home Depot, avec pas juste des considérations financières, surtout avec une vraie stratégie vers ce que j'appellerais les entrepreneurs moyens et grands dans la construction. Et d'ailleurs, Home Depot profite de la hausse du marché. Le titre gagne 0,7% aujourd'hui et sa cible HD Supply gagne carrément 25% sur le montant proposé par Home Depot. Chaque jour, en plus, Grégory, vous nous apportez une idée de valeur, un conseil pour les Français qui souhaiteraient investir éventuellement à Wall Street sur le marché américain pour bénéficier du potentiel de ces marchés américains. Quelle est votre recommandation du jour, Grégory? Vous êtes à l'achat ou à la vente cet après-midi? Je suis à l'achat et je pense à un secteur sur lequel on n'a pas encore fait, ou j'ai pas encore fait beaucoup de recommandations, c'est le secteur des valeurs financières et des banques. C'est certain que dans le scénario où le marché vit aujourd'hui, avec le vaccin de Moderna, avec des reprises d'activité dès la moitié de l'année prochaine, les financières sont très intéressantes et sont pas très chères. Alors, ça a attiré l'œil de qui? Ça a attiré l'œil de PNC, qui est une des grandes banques régionales aux États-Unis, et vous en avez sûrement parlé sur votre antenne, puisque PNC a racheté les activités de BBVA. Dans le Texas, c'était une ancienne banque BBVA avait acheté au Texas, Compass, pour 7 milliards de dollars. Pourquoi est-ce que PNC fait ça? Et pourquoi est-ce que BBVA vend? D'abord parce que pour une banque étrangère, il faut vraiment le dire, le marché américain est extrêmement difficile. Tout ayant fait une grosse acquisition, BBVA au Texas n'avait que 4% de part de marché. Alors 4% de part de marché au Texas, c'est pas suffisant vraiment pour une grande banque européenne pour avoir une politique d'expansion aux États-Unis.
Même chose pour PNC. PNC, tout simplement, en acquérant ces gros dépôts quand même bancaires au Texas et dans d'autres États évidemment des États-Unis, tout simplement, ils renforcent tellement leur position aux États-Unis qu'ils deviennent la 5e plus grosse banque des États-Unis, juste derrière Bank of America, JP Morgan, etc., etc. Donc c'est important, c'est vraiment un peu une transformation du paysage et il faut pas oublier que si les banques régionales avaient énormément souffert pendant Covid. Pourquoi? Parce que les banques régionales, c'est surtout les prêts aux petites entreprises et beaucoup moins les marchés financiers. Si les choses vont beaucoup mieux dans l'économie l'année prochaine, c'est ces banques régionales qui pourraient, parmi les financières, procurer de la surperformance pour les investisseurs. Donc, PNC Financial, grosse banque maintenant, très bien positionné dans des États avec une forte croissance aux États-Unis, que ce soit la Floride, le Texas, la Virginie sur la côte est des États-Unis, et un achat qu'ils font en fait en achetant ces activités de BBVA en payant le même multiple que ce que leur donnait le marché, 1,3 fois les dépôts en gros. Donc c'est une belle acquisition, mais c'est surtout un très beau secteur pour les investisseurs, ces banques régionales américaines qui sont, tout en étant régionales, très importantes, 4 fois la capitalisation en bourse de la Société Générale pour PNC. Ça remet les choses à leur juste place et à leur juste échelle. Merci Grégory, ce conseil à l'achat toujours